Je me sens devant vous dépositaire d'un trésor de beauté, gravité, élévation, qu'il m'appartient de partager avec vous en ce haut lieu où souffle l'esprit, où on entend la rumeur des siècles passés, où un océan, une épaisseur d'âme nous accueille. En célébrant ce soir les chants du poète François Tcheng, poète de la voix ouverte, nous déclinons également son identité de pèlerin de l'Orient et de l'Occident, nourri à la fois du taoïsme, à la fois de Hölderlin et de Rilke. Du latin peregrinus, le pèlerin, c'est l'étranger, l'exilé. On dit aussi homo viator, l'homme en chemin, en devenir, en route vers quelque chose, quelqu'un, lui-même peut-être. Cet homme qui marche, à l'instar du bronze de Giacometti, sans craindre de briser les clôtures, les enfermements, allant vers l'au-delà de soi, vers l'ouvert, c'est bien notre poète. Dès son plus jeune âge, il a beaucoup pérégriné au gré des événements politiques qui touchent son pays. À sa naissance, en 1929, la guerre civile entre communistes et nationalistes fait rage, bientôt suivie par la menace japonaise qui éclate en 1937 et déferle en massacres, viols, horreurs sans nom. Pour le jeune enfant de 7 ans, ultra sensible, nerveux, fragile, c'est un traumatisme absolu. Même si son père, pour les mettre à l'abri, les entraîne dans un premier exode qui ne sera pas l'unique. Heureusement, il fait aussi sa première expérience de la beauté. Il découvre les reproductions des tableaux du Louvre qu'une de ses tantes a ramenés d'un voyage en Europe. Il est alors traversé par le choc des merveilles d'un autre monde, par le choc charnel pour des images de femmes. Vénus grecque, nue de Botticelli, Titien, Ingres, Chassériau. Pour la première fois, il prend conscience que toute initiation à ce qu'il augmente lui ouvre des horizons insoupçonnés. C'est aussi la beauté de la nature qu'il traverse, car l'enfant est un écorché vif, sans carapace. Chaque été, crapahutant avec son père au pied du mont Lu, dans une chaîne de montagnes dominant fleuves et lacs, il se sent transpercé par les jeux de lumière infinie, les rochers fantastiques, la musique des cascades, le jeu des nuages. En symbiose totale, il dialogue avec la nature qui le prolonge littéralement, devenant paysage homme, arbre oiseau, source nuage, pierre prolonge pied. Tandis que sa scolarité s'écoule sous le signe de la guerre pendant 8 ans, ses dons s'affirment, sa connivence avec la nature également. Il se sent à l'image de cette nature en perpétuelle transformation et entend un jour sur le chemin de l'école la voix des arbres, des fleurs, des roches et des brumes qui l'exhortent à s'ouvrir, à laisser sortir son chant, son âme. Toi qui as soif, sois chant. Chante et tu seras sauvé. À l'âge de 15 ans, il entre au lycée dans la riche province du Sichuan qui concentre une forte activité intellectuelle grâce à la présence de nombreux professeurs, traducteurs, conférenciers et bibliothécaires. L'adolescent assoiffé de connaître, assoiffé de créer, il vient de remporter un concours, une nouvelle sur l'eau, se jette, grâce aux traductions, dans la littérature anglo-saxonne, allemande, russe et française. Et c'est l'éblouissement, par exemple pour les nourritures terrestres de Gide, qui exaltent la libération de la personne, l'émergence du désir. C'est aussi le bouleversement total devant les vers de Hölderlin,
la poésie qui dissout les ténèbres de l'âme, qui repousse l'énuitement de la mélancolie. Mais c'est surtout la première rencontre avec celui qui sera son frère d'élection, Rainer Maria Rilke, ce poète austro-hongrois récemment décédé puisqu'il meurt en 1926 à 51 ans dans le Valais suisse. Cheng est né en 1929. L'un semble avoir donné naissance à l'autre. Et François Cheng écrira « Entre points de parole, l'attente de la voix suffit, c'est le souffle d'âme à âme, les murmures et les cris. » Et cependant, cela ne suffit pas à protéger le jeune homme de 18 ans de la déréliction qui s'empare alors de lui. Fragilisé, ébranlé par les horreurs de la guerre qui se poursuit, et en même temps les beautés qui l'assaillent, il vacille. La soif, le désir l'abandonnent. Heureusement, son père est appelé à Paris en mission à l'UNESCO et il l'emmène avec lui. Son seul viatique est sa poésie sur l'eau. Mesdames et messieurs, chers amis, priorité à la parole du maître. Je cite. « L'esprit raisonne, R-A-I, mais l'âme résonne, R-I accent aigu. L'esprit se meut, mais l'âme s'émeut. » Cette séquence ciselée, à la rime parfaite, se lit dans la troisième des 7 lettres qui composent l'ouvrage de l'âme publié en 2016, aussitôt récompensé par 2 prix d'honneur, dont celui de l'Académie catholique de France, que j'ai eu la joie de remettre à son auteur, François Cheng. Ce petit chef-d'œuvre dépassait l'exercice de style convenu. Il s'y agissait rien de moins d'une cause première et d'un combat salutaire. Le diagnostic sans concession qui s'y trouvait formé en désignait l'urgence. Je cite, « Le temps est venu de réhabiliter l'âme. » Le temps est venu de réhabiliter l'âme. Et pourquoi ? À lui faire subir maintes réductions sémantiques, biologiques ou psychologiques, à la reléguer continuellement dans des lexiques de substitution, l'âme aura été comme effacée de notre horizon référentiel. Par le surinvestissement savant ou pseudo-savant, allant du moi au surmoi, du ça au pulsionnel, de l'espace psychique au fort intérieur, de la mort dans l'âme au supplément d'âme, le travail de transfert grammatical ou de dissimulation, ou les deux, a fait son œuvre. La notion d'âme, dit ainsi Cheng, y a éclaté en une série hétérogène de termes et de concepts. Ainsi, le quidam moderne se sent perdu. L'unité de son être est rompue. Fin de citation. Au temps de l'éclipse, voici donc le point nodal de tous les échecs éprouvés et de toutes les rédemptions espérées. La sanction que prononce notre auteur peut paraître lourde, mais elle est conséquente avec ce que l'âme dit, assume, garantit, signifie et signale d'elle-même. Certes, l'esprit qui résonne, l'esprit de chaque être, comporte un caractère personnel, mais un caractère appris, acquis, formé par la culture. Or, l'âme se tient en amont. Elle a quelque chose d'originel, de natif. Elle constitue, dit Cheng, la part la plus intime, la plus secrète, et dans le même temps la plus vitale de chaque être absolument spécifique, une entité irréductible et surtout irremplaçable. L'âme désigne ainsi notre point de vérité, là où la vérité se faisant vient à la lumière. Jean 3, 21. Mais hélas, et comme l'exprimait saint Augustin, les hommes aiment la lumière de la vérité quand elle s'annonce, mais ils la détestent quand elle les dénonce. Confession, livre 10, chapitre 23. Pour autant, cette unicité de l'être que l'âme manifeste par vocation et que maître Cheng distingue ici avec une précision au scalpel
opère non point face au corps, mais uni au corps. Pas meilleure référence pour Chang, en ces lieux, que le mot attribué, d'ailleurs faussement, à la mystique rhénane du XIe siècle, Hildegard de Bingen. Le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. On le comprend alors contre la dualité âme-corps diversement déclinée depuis les Grecs et dont Descartes lui-même aura été un théoricien moderne fâcheux. Là contre, le discours de l'âme s'inscrit ici nettement dans la grande histoire de l'anthropologie chrétienne inspirée par la tripartition biblique Nefesh, Roi, Bachar, âme-esprit, corps-chair, qui aura fait le bonheur du grand Pascal, cœur, intelligence, corps, et de sa célèbre théorisation des trois ordres. François Chang ne pouvait cependant en rester là. Il s'engage sur un chemin d'écoute universelle, interlinguistique et intercivilisationnel, non pas pour sacrifier à la doxa des relativismes plats, mais dans un geste que n'aurait pas renié saint Justin, le premier philosophe converti à la foi chrétienne, pour y relever en quelque sorte le suc déjà donné, repérable même résiduairement, le suc déjà donné de l'essence substantielle de l'âme. Je renvoie à ces pages de forte érudition donnant au lecteur de passer de la tradition taoïste du Un et du Po, tradition à laquelle Chang déclare, sans quitter la voie christique, ses amours fidèles, passe à la tradition indienne de l'Atman, à la tradition bouddhiste de l'Anatman, de Platon, qui fait de l'âme l'instance en charge de l'inanimé et qui, dans son Phédon, reprend le mot pythagoricien selon lequel le corps est la prison de l'âme, ou la gare de l'âme selon les traductions. Jusqu'à l'ancien disciple Aristote, qui défendait une triple présence de l'âme dans le végétal, dans l'animal et l'humain. Ou encore du Talmud à Maïmonide, puis à la voie soufie, comme si, excepté le bouddhisme, l'âme y avait vocation à indiquer la part d'éternité du vivant. Il serait trop long dans le cadre de cette communication de mentionner tous les étais littéraires, musicaux, philosophiques, théologiques, ces pépites intemporelles que Chang évoque à la manière d'une effusion transculturelle. Car il y a cet essentiel que révèle en quelque sorte l'échographie de l'âme. Il se décline en deux temps. D'abord, en contraposition avec un mot de Jean-Marie Leclésio. Tiens. Jean-Marie Leclésio induisant l'indifférence de l'âme vis-à-vis de toute conduite morale. Eh bien non, proteste Chang. Impossible de dire l'âme en négligeant ou même en minimisant sa dimension éthique. Les âmes égarées ou les âmes blessées, âmes sans assise, âmes compromises, elles le savent et elles l'apprennent d'elles-mêmes. Impossible de dire l'âme en négligeant sa constitution éthique. Mais où cette éthique de l'âme trouve-t-elle son fondement, sa justification ultime? Réponse de Chang, dans l'appel, dans l'interpellation, mieux, dans la convocation. Elle n'est âme que d'être toujours déjà convoquée, convoquée par autrui, convoquée par le cosmos et convoquée par le divin. C'est pourquoi notre auteur fait d'une simple anecdote vécue le moment de décision, le point de départ de son ouvrage, à savoir l'invitation, la convocation de son ami. Acceptez-vous de me parler de l'âme, parlez-moi de l'âme, comme si le discours sur l'âme ne pouvait s'écrire sans la force antécédente qui relie les âmes s'interpellant, s'appelant, se conviant. Parlez-moi de l'âme. Cette invitation banale dans sa littéralité devient l'emblème, le marqueur d'une injonction éthique et d'une alliance aux allures de l'immémorial. Qu'elle soit convoquée, en effet, cela est non pas accidentel ou régional, mais constitutif de l'âme, consubstantiel à son principe, à son expression, à son exposition. Alors, il devient possible de réhabiliter l'âme jusque dans sa vocation communautaire, sociale, familiale, associative, continentale. L'âme de la communauté, humaine ou religieuse, l'âme d'une société, l'âme d'une famille, malgré tout. L'âme d'un pays, l'âme d'un continent comme l'âme de l'Europe. Tiens, pourquoi je parle de l'âme de l'Europe, je ne sais pas.
Autant de signaux adressés par la grande histoire que d'impératifs destinés à nos résolutions. Il faut donc, en effet, réhabiliter l'âme, mais alors la revisiter, la reconsidérer, pour retrouver ce que, de sa dignité foncière, trop peu savent et qui reste caché aux sages et aux savants, c'est-à-dire notre vraie vie. C'est l'itinéraire de l'âme, mot radical de François Chang. Alors on se souvient, mens est imago Dei, l'esprit, l'âme est image de Dieu, disait au 5e siècle saint Augustin. Itinerarium mentis, disait au 13e siècle saint Bonaventure. Histoire d'une âme, disait au 19e siècle. Je vous laisse deviner. Notre mémoire se réveille. Elle nous rappelle, non moins, en cette circonstance, le mot attribué à Cicéron, qui se trouve dans une lettre à son ami Atticus. Je cite Cicéron. Depuis que Tyrrhanion, qui était grammairien, depuis que Tyrrhanion a rangé mes livres, il semble qu'un esprit a été ajouté à la maison. Je prolonge, non sans allusion à l'impeccable distinction du maître rapportée au début de mon propos, je prolonge donc. Depuis que nous avons introduit ce petit livre de François Chang dans notre bibliothèque, une âme a été ajoutée à la maison. Je vous remercie. Lors de sa naturalisation en 1971, Cheng Chi-hsien a choisi le prénom François pour sa parenté et sa consonance avec le mot, adjectif et nom propre, français. Et plus encore en l'honneur de François d'Assise, qui avait été pour lui 10 ans plus tôt une fulgurante rencontre. Dans un bref essai intitulé « Le dialogue », Cheng écrit « Maintes fois, j'ai éprouvé cette ivresse de renommer les choses à neuf, comme au matin du monde. En se dénommant et renommant, il s'est placé lui-même à un nouveau matin de sa vie. Ce beau nom enraciné dans l'histoire de la France, chargé de mémoire, de tradition, prend encore une autre résonance si on le coupe en deux, le séparant en deux unités phonétiques et en jouant avec l'orthographe de la seconde, franc et soi, un adjectif est la deuxième personne du singulier du verbe à l'impératif. Le poète Cheng est sensible aux monosyllabes où le sens se condense et dont le son bref fuse, claque, siffle ou craque, et il pratique souvent l'art de trancher les mots pour mieux faire sonner leur sens, les rendre à leur implication originelle, ainsi inattendu, printemps, insu, inouï, regarder. À propos de ce verbe, il note dans sa 4e méditation sur la beauté que la combinaison de re et garder est riche de connotations. Plus que le fait de garder furtivement une vue, une image, elle évoque la reprise ou le renouveau de quelque chose qui a été gardé et qui demande à chaque nouvelle occasion à être développé en tant que devenir. Ajoutons que le regard comporte en outre l'idée d'égard. Il incite toujours l'être qui regarde à un engagement plus profond. François Cheng témoigne dans toute son œuvre d'un très grand égard à chaque vocable de la langue française qu'il a adopté comme au sinogramme de sa langue natale. « Je prends beaucoup de mots comme des idéogrammes », dit-il dans un essai autobiographique, non par leur graphie, l'aspect figuratif de l'écriture alphabétique manque, mais par leur prononciation même qui suscite l'image de la chose désignée. La brisure des mots, un vide se glisse entre deux syllabes, non pour les isoler, mais au contraire pour les mettre dans une relation plus dynamique et fertile en sens. Le vide insinué est un souffle. Il fait respirer les lettres, vibrer le son. Il fait circuler et bruire le silence, affleurer des lueurs de signification inattendues.
Cheng revient souvent dans ses écrits sur l'importance du vide, fondamental dans la pensée chinoise, le vide médian et respirant. Introduire le vide dans le langage, c'est briser un tant soit peu la linéarité, note-t-il dans L'un vers l'autre. C'est restituer à chaque signe sa pleine existence et laisser les signes jouer un jeu plus libre, lequel engendre une possibilité de signifiance plus riche et plus profonde. Et dans sa poésie, le vide évente les mots, au double sens du verbe éventer. Il insuffle espace et clarté entre eux et révèle furtivement du sens resté en sommeil. Il fait surgir du neuf. Dans l'interstice, quand l'être fait irruption, dit un poème du livre du vide médian. Et aussi, nommer chaque chose à part est le commencement de tout, mais dire ce qui surgit d'entre elles, toujours neuf et imprévu, c'est chaque fois recommencer le monde. Franc, soit. Inversion de l'ordre habituel des mots. Cela renforce l'importance de l'adjectif franc, posé en tête, la richesse de ses nuances. Premier sens. Français, soit. Apprend la façon des Français de penser, de sentir, d'appréhender le monde, l'histoire, la vie, la façon de parler et d'écrire en français. Autre sens plus originel, libre soit. Que ton parler soit franc-parler, que ta pensée soit sans entrave ni pesanteur, sans aveuglement ni mensonge. Comme il l'écrit, l'important est de rester fidèle au réel, à tout le réel, d'être humble assez pour accueillir tous les faits qui nous interpellent, qui ne nous laissent pas tranquilles. Que ton regard, donc, se pose avec autant d'attention sur la beauté pour l'exclamer, l'exalter, la partager avec d'autres, que sur le mal pour en mesurer la gravité et la folle étendue, sans jamais entrer dans son jeu. Franc soit, que ta poésie soit pays de liberté pour les mots, espace de dilatation de la beauté, lieu d'asile pour les rêves et la pensée, horizon de délivrance et de songe pour les lecteurs. Que ta poésie soit le milieu où se frôlent l'ici et l'ailleurs, où se font face la beauté et le mal, la beauté irréductible au mal car foncièrement liée à la bonté. Milieu aussi où se côtoient la douleur et la joie, la vie et la mort. Franc soit. Comme on qualifie de franche une terre arable qui contient en proportion équilibrée divers éléments fertilisants. Le souci et le sens de l'harmonie, au sens musical, accords, consonances, équilibre, sont au cœur de son écriture, et également au vif de sa relation à la nature, si sensible à celle de François d'Assise, le frère universel, qu'il qualifie également d'éternel contemporain. Frère François, frère tutélaire, lumineux, inspirant de François Cheng. Quant à l'impératif « soit », il n'a ici rien d'autoritaire, de contraignant. Il est une exhortation chuchotée, un appel bref et mélodieux, une invitation à devenir autre sans se renier, un éloge de la liberté. C'est une apostrophe tout en finesse, en douceur, mais d'une douceur pressante, prégnante, comme celle que Cheng aperçut dans son adolescence, un matin de septembre dans un bois de pin et de mélèze, et qu'il relate dans Une longue route. Tout à coup, une présence est devant moi, invisible mais évidente, intimidante mais toute d'intimité. Toi qui as soif, sois chant. Chante et tu seras sauvé, et tout sera sauvé. Reste en ma mémoire l'injonction qui m'a été lancée. Cette injonction invisible, suivie d'autres apostrophes silencieuses et intimes perçues au cours de sa vie, ainsi lors de son séjour à Assise, ne s'est jamais tue et toujours l'accompagne comme une base continue,
sur laquelle il ne cesse de créer de nouvelles variations. Soit chant affranchi, toujours renouvelé, soit chant salvateur, reste à l'écoute du monde, soit François. À plusieurs reprises, François Cheng se dit un homme de remords. Ce thème revient souvent dans son œuvre, plus particulièrement dans les recueils de poèmes que nous pourrions qualifier de post à l'Orient de tout. Récemment, dans Une nuit au cap de la Chèvre, il avoue être labouré de remords à tel point que son âme ressemble à un sol de fond en comble retourné. Et dans Une longue route pour unir au chant français, en évoquant sa fugue à l'âge de 17 ans, son dévoiement de la discipline académique à Nankin et sa décision de ne pas suivre ses parents aux États-Unis pour rester seul en France sans ressources, ni même en connaître la langue, il n'hésite pas à se comparer au fils prodigue. Certes, dans sa longue vie et surtout dans sa traversée orphique, il a connu, comme il le dit lui-même, des moments de perdition, de dépression abyssale. Et ces remords ne se limitent certainement pas à sa période chinoise, ni aux relations familiales. Dans une lettre que le maître m'a adressée en septembre 2025, il écrit « Ma création tardive a fait que, afin de rattraper le temps perdu, ma vie est devenue un combat sans répit voué à l'écriture, de sorte que, dans ma vie pratique, par inconscience ou par négligence, j'ai dû blesser beaucoup de personnes. À mesure que j'avance en âge, je suis taraudé par le désir de leur dire pardon. Or, ce qui est particulier chez François Cheng, c'est que le remords n'est point une force négative. Au contraire, il fait partie de sa formation et devient ainsi une ressource qui l'oblige à réaliser un retournement complet en faisant un effort surhumain pour se relever des ruines, pour renaître de ses cendres, à l'image du quatrain suivant. Bâtir le royaume à main nue, au fond de la nuit abyssale, sur les cailloux entrechoqués de l'habitable étincelle. Mener une vie de remords ne signifie nullement s'abriter dans un refuge psychothérapeutique ou chercher un quelconque rachat personnel. Pour notre poète, c'est par le remords qu'il entre dans le dialogue avec ses morts, qui lui murmurent leur joie, leur peine, leur amour unique. C'est ainsi, dit-il, que nos morts poursuivent leur vie en nous, tout en nous formant et transformant, et pour que la chaîne de frémissement partagé ne soit pas rompue. Ainsi, demeurer travaillé par le remords n'est plus une faiblesse ni une attitude cynique, mais une nécessité d'être, autrement dit, renaître par le retournement. Dans une conversation récente, le maître me confie que c'est le remords qui lui permet de se dépouiller jusqu'au cœur et qui rend ainsi définitive sa rencontre avec l'être. À ses yeux, le remords est la voie par laquelle nous accédons à l'amour absolu et assurons la démarche de la vie. Élevé à cette hauteur, le thème du remords, dans son chant, dépasse nécessairement les sentiments personnels, bien qu'ils soient présents. Lisons ce quatrain tiré de la suite orphique qui est dédié à sa mère. J'irai là où tu étais passé, là
où, tendant la main, tu n'as reçu aucune touche, criant au secours, entendu nul écho. Toi, pain pitié, qui désormais me nourrit. Les 3 premiers vers marquent un ton poignant, révélant les chagrins d'un fils absent envers sa mère qui a vécu des conditions dramatiques. Jusqu'ici, nous sommes encore dans l'ordre du lien filial. Arrive soudain le dernier vers, dont le ton et le sens semblent échapper au vers précédent, mais qui y insuffle une dynamique rendant à l'ensemble une dimension transcendante. Le pain pitié, évocation christique, nous sort de l'enclave du royaume d'ici-bas et nous relie au royaume d'en haut. C'est par l'amour unique de chacun, y compris de nos morts, que nous accédons à l'amour universel de la voix divine ou du Tao. Ce pain pitié nous nourrit et nous amène vers l'ouvert. Et lorsque nous sommes dans l'ouvert, dit-il, nous plaçons notre devenir personnel dans le devenir de l'univers vivant. Si notre fils prodigue reste travaillé par ses remords, ce n'est point pour chercher à revenir à la maison du Père. Je dirais même qu'il n'y a point de retour possible pour lui qui s'est engagé résolument dans une voie ouverte. Le vrai retour se situe dans son cheminement. Partant dans le dénuement total, en cheminant, il n'a rien dilapidé. Au contraire, il a créé tout un trésor qu'il nous offre comme don de la vie ouverte. Mais à quel prix? Écoutons-le. Parcourir d'un bout à l'autre le vaste continent Eurasie, assimiler pleinement les 2 grandes cultures qui s'y sont développées, les relier, les malaxer, jusqu'à en faire un terreau fécond apte à donner naissance à des créations originales. C'était le défi de ma longue vie. Pas moins d'1 siècle a été nécessaire à cette tâche. Tout récemment, le maître me révèle qu'il a enfin surpassé tous ses remords et s'est réconcilié avec tous ses regrets. Je crois en avoir trouvé un écho dans le 8 suivant. Je suis messager de vie, car à la vie, j'ai dit oui. Je vais là où l'amour est, source qui jamais ne tarit. Là où je crie oui à toi, et le verbe tu me confies. Lors même réduit à rien, je serai Job, le pur oui. Sur la voie taoïste, la mort n'est rien. Lucrèce. Rien ne meurt. Anaxagore, Giordano Bruno et surtout François Sching. Pour peu que l'on s'attache à dégager une vue d'ensemble de l'œuvre poétique et des textes méditatifs de François Sching, on se rend compte qu'un certain nombre de mots, de motifs sont récurrents et ils constituent comme une puissante unité à une œuvre inscrite dans un ample mouvement d'ensemble à la fois spiralaire et ascensionnel. Précisons. Le lien entretenu par François Sching avec le taoïsme, la voie, le Tao, cette grande marche unitaire du vivant, ce mouvement cosmique et circulaire, qui est aussi retour vers l'origine, tout autant que la tradition christique, alors, se trouve être contribué largement à ce qui va constituer son dernier recueil à paraître prochainement, Mystère. Le maître, semble-t-il, a des quelques modifications encore à faire. Les rigueurs de l'auteur sont telles que on doit attendre. Plus largement, la thématique du retour, du retournement,
Là, je livre un petit secret. Le titre même de l'ouvrage sera Retournement. À l'origine donc de ce dernier recueil constitue une des références majeures du Dao De Jing, le livre de la voie et de sa vertu. On lit par exemple dans le chapitre 16 nombreuses références à cette notion de retour. On lit le passage suivant: je contemplerai le retour, car toute chose après avoir fleuri retourne à la racine. Retour à la racine, à non quiétude. Retour à la quiétude, à non destinée. Plus largement, se dégagent sans peine à différentes occasions des unités thématiques, certains poèmes, certains vers étant repris de façon assez régulière, développés d'un recueil à un autre. Il y a une sorte de retour des motifs sous forme de semi-scansion qui permet de tenir ensemble un bon nombre de poèmes et de réflexions. Je cite juste 2 exemples, il pourrait y en avoir d'assez nombreux. Les vers mystiques qui donnent lieu à un titre de recueil et à un certain nombre de quatrains nous disent « Vraie lumière, celle qui jaillit de la nuit, et vraie nuit, celle d'où jaillit la lumière ». On peut penser aussi à la formulation qui fait l'objet d'un titre et qui fait l'objet de poèmes, « œil ouvert, cœur battant ». Et d'autres exemples. Je pense à un autre exemple qui apparaît dans le dernier recueil Retournement, qui est assez parlant. François Cheng est assez sensible dans différents poèmes à la thématique de la vie vécue et de la vie rêvée, une sorte d'oscillation, d'hésitation entre le réel et le rêve. Et en particulier, nous dit dans le dernier recueil Retournement, nous revivrons d'infinies vies vécues et rêvées. Ce qui fait écho à un certain nombre de poèmes qui reprennent de très près le même thème. Donc, loin de constituer des redites simples, ces temps de reprise s'apparentent plutôt à des petites phrases musicales emblématiques de l'atmosphère de l'œuvre de tel ou tel auteur ou compositeur et qui vont constituer comme les thèmes dominants. On pense plus volontiers à certaines petite phrase musicale de Schubert. Schubert, le compositeur préféré de François Cheng, qui, par leur retour, leur résonance, fondent, prolongent ce que François Cheng désigne comme la base continue de l'être. S'agissant de la mort, motif cardinal pour le moins dans 2 recueils et 2 essais, François Cheng n'hésite pas à aborder le thème sous un jour très personnel. Il propose une sorte d'inversion du regard porté sur ces 2 entités majeures, vie et mort, au sein du double royaume Rainer Maria Rilke. Loin d'être principalement source de morbidité et d'affliction, la mort est bien davantage occasion, je cite, de prendre part à la grande aventure. Et chaque moment de notre vie est alors un élan vers la vie. On pense volontiers à une lettre de Simone Weil qui fait écho, pourquoi pas, à ces réflexions de François Cheng. Simone Weil nous dit, de W, « J'ai toujours cru que l'instant de la mort est la norme et le but de la vie. C'est l'instant où, par une fraction infinitésimale de temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle, entre dans l'âme. » C'est dire combien, dans l'esprit de l'auteur, la mort entretient des relations vitales, fondatrices avec l'être. C'est la mort, du fait de notre proximité continue avec l'être, qui aiguise notre goût, notre appétence pour la vie. Et on pense en particulier à des pages assez réussies autobiographiques de François Cheng qui évoquent son séjour chinois et la période tragique des guerres sino-japonaises et internes, guerre civile chinoise, et il dit, en dépit d'eux, paradoxalement, en dépit de ce contexte particulièrement mortifère et affreux, il y avait comme une sorte d'ardeur de vivre qui nous habitait, et il évoque des souvenirs amoureux de la nature, plus que de la nature aussi d'ailleurs, mais il est très sensible à tout ce qui est signe de vie
au sein même de ces temps de mort. Alors, cette importance de la mort qui peut donner sens à la vie et conscience aux vivants se retrouve en particulier dans un des poèmes que François Schenck a placé en ouverture du recueil, Retournement, qui est le poème Prélude, et qui nous dit la chose suivante. Ô vie, ayant vu tôt les affreux drames de l'existence, je te dévisageais à partir de la mort muette. Ô mort, quasi centenaire, en moi vivant tant de mes morts, je te dévisage à partir de la vie pérenne. Vivant en moi, mes morts m'élèvent, me transforment, me révèlent le mystère de la transfiguration. Je sais que le néant n'a nullement d'existence. La vie créée continuera sans cesse de prodiguer ses dons. Dès ce recueil, donc, dès cette ouverture, François Schenck pose les thèmes majeurs qui se retrouveront dans l'ensemble du recueil. La transformation, le retournement en toute logique se situe au cœur de ce mouvement dont la première strophe du poème offre un bon exemple. C'est une sorte de révolution intérieure que, entre le début et la fin de sa vie, l'auteur a vécue. Il s'est agi de rien moins que de transformer en vie pérenne ceux qui étaient au départ morts muettes. Petite anecdote aussi concernant le manuscrit. On lit dans le manuscrit original que ce n'était pas la mort muette, mais la mort souveraine que l'auteur avait retenue. Et on passe à une sorte de sidération telle de la mort qu'on en reste comme ça, sans pouvoir prononcer un mot. Et une puissance d'expression mort muette qu'on retrouve dans le serment sur la mort de Bossuet, qui est particulièrement forte. L'horreur initiale devant tant de morts avait suscité mutisme et terreur. À rebours, le souvenir, rémanence, nostalgie, présence-absence de tant de proches disparus, alimente en quelque sorte de façon durable, voire indéfinie, le puissant cours de la vie. Je cite, « Les morts sont pour nous plus vifs que les vivants ». À dévisager la mort à partir de cette pérennité secrète des disparus en nous, de cette vie souterraine, souveraine, il nous devient possible d'accéder à ce qui est métamorphose, merveille, voire miracle, à savoir la surabondance des dons que la vie nous prodigue en continu. Il y aura le don du début à la fin, et François Schenck cite un très beau dicton chinois, Shen Shen Bu Qi, et la vie donnera lieu à la vie, et ce sera pour l'éternité. On a une sorte de confiance taoïste très profonde dans la vie qui va perdurer pour l'éternité, dans l'éternité d'avant et l'éternité d'après. D'autres sens du mot recommencement pourraient aussi être évoqués et auxquels l'auteur fait référence, le retournement fatidique de Orphée sur lors de son retour vers la terre au-delà des enfers, et qui donne lieu à la disparition définitive d'Eurydice et donne lieu à des chants extraordinairement désespérés de Orphée qui a perdu donc sa femme. Et le retournement ici joue un rôle vital d'intensification du chant. On pourrait parler aussi, dans un registre un petit peu différent, des cycles fondamentaux de l'eau, dans une perspective taoïste, circularité entre écoulement, évaporation et chute sous forme de pluie. Il y a de belles pages de François Schenck dans une nuit sur le cap de la Chèvre, sur cette question. On pourrait évoquer aussi le passage d'un pôle opposé à un autre, entre yin et yang, entre nuit et lumière, entre mort et vie. Comme propos conclusif, on pourrait dire peut-être que si la mort est à la nuit ce que la vie est à la lumière, on est là dans une perspective à nouveau mystique, c'est bien sous la forme d'une nuit transfigurée,
que la mort va nous apparaître comme la plus propice, porteuse d'espoir. Elle devient, à proprement parler, née de la noche oscura, Juan de la Cruz, la nuit obscure de notre âme, feu qui éclaire et ciel étoilé. Et on peut, pour terminer, se souvenir vraiment les derniers vers de l'élégie de Lerici, qui évoque la personnalité et le destin terrible de Shelley, mort sur la plage de Lerici, et le bateau ayant fait naufrage, on dresse un bûcher improvisé sur la plage pour en souvenir de lui. Et dans un moment de prosopopée assez étonnant, solennel, celui qui est parti en flammes et en fumée nous dit: les désirs que nous portons ne sont-ils pas plus hauts que nous, si grands qu'ils rejoignent le désir originel par quoi la lumière fut? Laissez donc ma flamme monter et déchirer la nuit, laquelle, accueillante, ouvre la voie lactée de la transfiguration. La voie lactée de la transfiguration. Et on termine donc sur cette ascension finale du poème qui s'achève dans une sorte de dimension cosmique prise par la transfiguration, dans laquelle, sur la voie, la mort n'est rien, on est bien au-delà, et rien ne meurt. Je vous remercie. Au moment de sa naturalisation, François Chen a choisi François comme prénom français, afin de rendre hommage à Saint François d'Assise, ce saint qui a tracé un chemin de vraie vie possible au milieu des humains et le maintient dans la passion du vrai et du beau. François, comme France et Français, mais aussi l'humble entre les humbles, celui qui parlait assise aux oiseaux. Au XIIIe siècle, cette époque sombre, ravagée par les guerres et les épidémies, où l'on se méfiait de la nature, François d'Assise, ce frère universel, par son être et ses actes, par son superbe cantique des créatures, Messire, frère soleil, notre sœur et mère terre, a changé la couleur du monde occidental qui s'est soudain révélé plus chaleureux, fraternel et inspirant. À travers ce frère universel qui fit de la pauvreté une forme de noblesse, François Chen a épousé la voie christique. Pour lui, ce saint incarne une pauvreté intérieure, essentielle à la vie poétique. La pauvreté comprise comme dénuement et disponibilité rend l'âme accueillante. Elle se cultive par la méditation et ouvre à l'expérience mystique de la poésie. François Chen développe la notion de l'antre, proche du vide médian taoïste, un espace relationnel entre les êtres qui permet leur dépassement. Dans sa poésie, les silences et le blanc ménagent cet antre, créant une ouverture vers l'infini. La voix se révèle alors une vie ouverte. La vraie beauté est celle qui va dans le sens de la voix, étant entendu que la voie n'est autre que l'irrésistible marche vers la vie ouverte. Autrement dit, un principe de vie qui maintient ouvertes toutes ses promesses. Nourri de taoïsme, de confucianisme et de bouddhisme, François Chen affirme que la voie du Christ l'a mené plus loin dans son rapport aux êtres. Choisir d'épouser cette voie ne signifie ni rupture ni reniement, mais approfondissement. L'esprit christique lui paraît affronter le mal de manière absolue tout en proposant une promesse de transfiguration. Cette démarche ne l'a pas conduit à une conversion à proprement parler, mais à ce qu'il désigne, non comme un syncrétisme, mais comme une symbiose vivante entre la meilleure part de son héritage chinois et la meilleure part de l'autre. Élevé au mont Lou, qui présente un paysage merveilleux de collines boisées, l'idéal de la beauté révélé par la nature, François Chen, enfant, a été torturé par ce contraste entre cette beauté de l'univers et l'aspect misérable du monde humain. Des guerres, la fugue,
l'ont invité au cœur de la faim, du désespoir et de la solitude. Il interroge l'abîme du mal dans sa poésie et n'a jamais cessé d'avoir des inquiétudes par rapport au monde d'aujourd'hui. Il a écrit un poème pour la petite Vietnamienne hurlant de douleur après avoir été gravement brûlée dans le dos lors de la guerre du Vietnam. Je cite, « La violence humaine, l'onguent de l'unique ombre sur le dos brûlé de l'enfant perdu. » Un autre poème est consacré aux moines martyrs de Tibérine. De serments, ils ont fait du feu, de tourments, ils ont fait le chant. Quand la nuit décapite, leur corps crée l'initiale promesse du sang. L'élégie de l'Erechi évoque les scènes terribles de l'humanité, la Shoah, la guerre sino-japonaise. Et dans De l'âme, il rappelle la cruauté des nazis. N'oublions pas que tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, dans leurs épreuves, n'ont pas perdu une once de leur âme. Par ses poèmes, il dévisage le mal humain. Il relie le destin individuel au destin collectif. Influencé par Nabokov, François Chan considère l'art comme une combinaison de la beauté et de la pitié. Il est revenu plusieurs fois sur la pitié sans limite où communient les âmes de toutes les victimes innocentes disparues dans l'effroi du délaissement. Pour lui, la pitié est seule capable de nous aider à assumer notre condition tragique. Malgré les épreuves du monde humain, François Chan évoque et éprouve, comme saint François d'Assise, une gratitude infinie envers l'univers et les êtres. Dans ses 5 méditations sur la beauté, il affirme « En ce temps de misère omniprésente, de violence aveugle et de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourrait paraître incongru, inconvenant, voire provocateur, presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu'à l'opposé du mal, la beauté se situe à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face. L'enseignement du Christ marqué par l'association beauté-amour ramène chaque humain dans la voie. La vie engendre la vie, il n'y aura pas de fin. Telle est la conviction profonde de François Chan. Malgré la barbarie répétée, une promesse originelle demeure inscrite au cœur de l'être. À l'image de saint François d'Assise, François Chan chante la beauté de la nature et l'amour absolu. Épouser la voie christique, c'est dévisager le mal sans détourner les yeux, c'est maintenir vivante la promesse de la vie. Épouser la voie christique, c'est finalement consentir à cette promesse et la célébrer. Puisqu'il a été question tout au long de ces échanges autour de l'œuvre de François Chang, du motif essentiel qui la structure, l'anime, l'inspire, je veux parler du motif de la voix, permettez-moi de parachever ce périple spirituel que l'on pourrait nommer pèlerinage en évoquant la fière et douce lignée qui a conduit le poète et son œuvre jusqu'à nous, celle de Hölderlin et de Rilke, les 2 grandes figures qui habitent sa pensée, auxquelles nous pourrions ajouter celle non moins fondatrice, accueillie sur des voies adjacentes, celle de Novalis, de Kleist, de Byron, du taoïsme et bien sûr, comme vient de nous le rappeler Guo Shanzang, celle du Christ. Tout le lexique de Chang est en effet contenu dans les termes de la voie, définition originelle du Tao, de cheminement, de route, de chemin, faisant ainsi du poète un pèlerin en marche, figure immémoriale dont l'errance est pénétrée de la certitude solide, inébranlable, de la rudesse du parcours, mais aussi de la certitude, de l'espérance. On la suit, cette figure, dans les psaumes et dans l'Ecclésiaste, mais aussi dans toute l'iconographie chinoise, et cela par-delà tous les siècles, au travers des encres, des estampes et des rouleaux. On la repère encore dans le voyage intérieur et spirituel des grands romantiques allemands,
jamais étrangère à la grande aventure spirituelle du christianisme et de celle qui a animé les poètes croyants ou feignant de ne pas croire. Car de quoi le cheminement poétique est-il nourri, sinon du désir ardent de l'espace, du nouveau, d'appareillage promis à l'inédit, à la révélation d'autres lumières. Si le motif de l'ouvert, parce qu'il est la possible accession à justement l'inaccessible étoile dont parle Mallarmé, s'affirme dans le parcours pèlerin de Chang, celui-ci, je dirais, trouve la puissante confirmation dans le romantisme allemand, mais aussi chez ses héritiers européens, de Byron à Rilke et à Shelley. Disponible à l'ouvert, Hölderlin fait en effet de cette notion le lieu même de la rencontre entre l'homme et la divinité, espace non délimité où le divin, le sacré peuvent se révéler. L'ouvert est tout le contraire de l'espace clos de notre monde. C'est avant tout une clarté suffisamment puissante qui donne aux choses, à tout ce qui nous entoure, la force d'être ce qu'ils sont intrinsèquement. Prendre conscience de cette clarté, l'apercevoir ou en soupçonner la lueur par sa réverbération sublime, c'est déjà entrer dans le tout de la nature, revenir à la source. C'est là ce qui séduit Chang, qui y voit une proximité et une intuition avec lui-même, évidente, une réelle connivence qui va l'amener, à l'instar de la démarche hölderlinienne, à s'exposer à cet espace, à cet ouvert, autrement appelé la clairière, et que Heidegger, grand lecteur de Hölderlin, a bien repéré chez le poète. Atteindre la clairière, c'est toucher à un espace de vérité où l'être entier se dévoile. L'ouverture vers l'infini est alors semblable à une faille qui soudain s'ouvre sur l'immensité du monde, de la nature et du divin qui parvient jusqu'à l'homme. Cette trouée sacrale, Chang en a déjà eu le pressentiment par la voix du Tao, et dont, poursuivant la longue lignée du premier romantisme allemand, l'austro-hongrois Rilke prendra le relais. Chez Rilke, en effet, à la suite de Hölderlin, l'ouvert est le vaste dehors, que l'homme a perdu, mais que l'animal habite encore. La 8e élégie, dite de Duino, que Chang connaît bien, explique cette notion. L'animal voit, selon Rilke, l'ouvert parce qu'il ne se regarde pas exister. Son regard est libre de toute mort, comme dit le poète, alors que les hommes ne voient que rarement l'ouvert. Notre conscience de la mort, nous refusant de nous y rendre, d'aller vers ce qui était le maître mot de Balthus, qui, enfant, a été élevé par Rilke. Sans système de mots, de concepts, de cadres, l'ouvert est l'espace pur, absent du jugement, comme dirait Marguerite Duras. Rilke voit alors dans la possible accession à l'ouvert 3 postulants, si j'ose dire, aptes à y pénétrer: les amants, les enfants, les vieillards. Chang saisit alors ce nouveau seuil de compréhension de l'ouvert en y apportant la notion fondamentale du vide médian. L'ouvert devient pour lui l'espace même d'une autre circulation, espace organique où souffle le souffle-esprit. C'est cet échange permanent entre les choses visibles et l'infini de l'univers, l'invisible, qui fait de l'ouvert le lien entre tout ce qui anime la vie même. C'est par l'âme, longtemps reniée dans la pensée occidentale moderne, que l'homme peut alors prétendre à habiter l'ouvert, dit Chang. Vision spirituelle qu'il déploie dans ses écrits
voués à une éternelle élégie. Ils sont, ces écrits, ouverts à l'invisible, car nous ne sommes pas exclus de l'ouvert, mais appelés à le devenir. C'est cette porosité essentielle du haut monde qui est l'objet même de la quête. La rencontre, tant par la voie du Tao que par celle du Christ, vient parachever cette certitude. L'ouvert est ainsi l'espace de respiration du vide médian où tout peut s'accorder. Au crépuscule de sa vie, Chang a réuni toutes ces voies offertes pour les accomplir dans son œuvre. Aucun poète français, moderne ou contemporain, n'a réalisé ce parcours spirituel avec une aussi grande pénétration. Il l'a accompli de la manière dont ce verbe lui-même, accomplir, est forgé dans les écrits saints. Comme le Christ qui accomplit le grand cycle de ceux qui l'ont précédé, à l'instar de Rimbaud qui a embrassé l'aube d'été, Chang prétend qu'après avoir embrassé la voie du Tao, il a embrassé la voie christique. Il aura croisé d'autres sources, approché d'autres racines en s'y reliant, dans les clairières de Hölderlin, comme dans les forêts de Rilke. Sa poésie, en ce sens, est un accomplissement qui n'est pas une fin, mais bien un espace ouvert, lui aussi, à la libre circulation du souffle, ne craignant dès lors ni les aléas de la vie, ni les affres de la mort, puisque tout est livré à la vaste et polyphonique respiration du vide médian. Chaque ouvrage à nous confié témoigne de ce désir d'ouvert. Dans le tout récent, par exemple, le Huitain, paginé au numéro 2, au milieu d'une plaine, écho de la clairière hölderlinienne, une voix, elle, le poète. Toi, errant, dis-moi, quel est enfin ton chemin? Le plus large, où si facilement l'on s'égare, ou bien le plus isolé, si difficile d'accès, mais qui seul mène vers le véritable ouvert. Ailleurs, dans le Huitain, à la page 29, même situation, nous, les égarés, les séparés, se voient offrir de nouveaux chez soi. Reprendre alors, dit Chang, reprendre la route, le chemin, le sentier, l'étang, la clairière. Car, dit-il, rien n'est perdu, tout est conservé. Cette dynamique de la marche, avivée par celle du souffle, promet la fin de la déliaison. Car il suffit, dit-il dans le Huitain de la page 32, d'un œil ouvert pour que toute la vie prenne sens. Parce que seule la voix qui ne meurt pas, enrichie à la fois des échos du royaume et de nos propres louanges, cette voie-là nous mène plus loin que nos pas. Je vous remercie. Bonsoir, chers amis. Je prends la parole quelques secondes au nom de Laurent Landette, donc le directeur du Collège des Bernardins, qui aurait aimé vous dire de vive voix la joie que nous avons d'accueillir cette soirée en l'hommage de François Cheng. Que la poésie de François Cheng résonne aux Bernardins, c'est comme une évidence. La vocation de ce lieu et l'existence du poète ont au moins 3 points communs. La manifestation de la beauté, l'incarnation du dialogue et la priorité donnée à la vie intérieure. Merci à tous les intervenants qui ont rendu compte ce soir de la force délicate de la poésie de François Cheng et de la profondeur de sa pensée. Merci en tout premier lieu à Madame Grandjean, qui a été à l'initiative de cet événement et qui l'a construit avec conviction. Merci aux artistes Christelle Villemez et Thierry Escaich d'avoir donné corps à la parole poétique pour nous ce soir. Merci à vous 6 qui avez partagé avec intelligence et avec sensibilité ce que vous comprenez, ce que vous goûtez
de l'écriture de François Cheng, de son existence, de sa voix. Sylvie Germain et Guo Chan Sang, le père Philippe Capelle-Dumont, Cheng Pei, Nicolas Gilles et Alain Vircondelet. Merci enfin à celui qui nous rassemble, bien qu'il ne soit pas là pour recevoir notre gratitude et l'expression de notre admiration, François Cheng. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée.